Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Sous toutes ses facettes, l'accordéon c'est ma passion, avec Jean-Pierre. Eh oui. C'est le 1er avril, il fallait bien qu'on le fasse. Il fallait bien qu'on le fasse, qu'on bloque notre cher Julien. Mais non, ce n'est pas l'accordéon, c'est ma passion. C'est quoi aujourd'hui ? C'est une autre histoire, hein ? C'est ça. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. 1er avril, c'était le poisson de notre complice, de notre ami, de notre grande chef, de notre impératrice Sandra qui a voulu donc lancer Julien. N'exagère pas trop quand même, Jean-Pierre. L'accordéon, c'est ma passion, mais ça c'est dimanche matin. Et merci, ça me donne l'occasion d'en parler. Dimanche matin de 10h à 11h où je serai même en direct ici avec vous et rien qu'avec vous. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. C'est Julien, notre historien en chef, qui va nous parler pour une fois de l'histoire de la Savoie. Tout à fait. Puisque nous sommes quand même les derniers à être devenus français. C'est ça. En 1860. Donc, avant, nous avons notre propre histoire. Nous avons nos propres héros. C'est ça. Et c'est vrai qu'on ne les apprend plus sur les bancs de nos classes. Et nous allons donc parler de l'histoire de la Savoie. L'occupation notamment de la Savoie par la France de 1536 à 1559. Tiens. C'est une autre histoire, Julien. Ça va être à toi, je crois. Eh ben allez, allons-y. Donc bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra. Oui, elle est là qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Tu te rends compte ? Et elle est même pas en train de dormir en plus, c'est quand même beau. Et puis surtout, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Oui. Le vendredi 4 mars, donc le mois dernier, on s'est plongé au cœur de la Rome antique avec un événement qui changea le cours de l'histoire. C'était l'assassinat de Jules César, vous vous en souvenez, et c'était le 15 mars de l'année -44, on était bien sûr avant Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va se rapprocher un peu, et nous allons revenir dans notre belle Savoie pour évoquer une date qui bouscula notre bon vieux duché, et cette date c'est le 2 avril 1536, le jour où Turin tomba aux mains des Français. Pour la première fois de son histoire, les ducs de Savoie eurent à connaître une occupation politique et militaire, et cette occupation, elle va durer quand même 23 ans. Alors on peut se poser quelques questions. Oui, 23 ans. On va se poser quelques questions. Quelles ont été les raisons de l'occupation de la Savoie par François Ier et Henri II, qui étaient rois de France ? Comment le duc de Savoie... Alors, le duc de Savoie, c'était Charles II. Les historiens l'appellent aussi Charles III. On va plutôt l'appeler Charles III, qui était en fait le portier des Alpes. S'est-il retrouvé dans une telle situation ? Et quel aura été le bilan de cette occupation de la Savoie ? On verra aussi les conséquences. Alors on va répondre à ces quelques questions au cours de cette émission. Et si vous êtes fidèle, je l'espère, de notre chronique, vous savez que j'aime, avant d'entrer dans le fond du sujet, décrire le contexte géographique et politique. Et force est de constater qu'à l'aune de l'année 1536, la situation du duc de Savoie Charles III, elle est fragile, c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, Charles, il doit composer avec deux grands monarques du XVIe siècle. Quand je vous dis deux grands, c'est deux immenses monarques. À l'Est, avec l'empereur Charles Quint, qui est en fait aussi son beau-frère, puisque son épouse Béatrice, c'est la sœur de l'impératrice Isabelle du Portugal. Ça y est, on est perdu. Ça commence. Voilà. L'épouse en fait de Charles, je reprends pour toi, l'épouse de Charles qui s'appelle Béatrice, c'est la sœur de l'impératrice Isabelle du Portugal. Donc, c'est son beau-frère. Et à l'ouest, il a un autre voisin, tout aussi puissant, qui est François Ier. Et François Ier, c'est un Valois. Un Valois, et voilà. Sa maman, c'était Louise de Savoie, qui est la demi-sœur de Charles de Savoie, voilà. Et donc, François Ier, c'est son neveu. C'est son neveu. Voilà. Donc, en fait, il a d'un côté Charles Quint, de l'autre côté François Ier, et les deux sont des membres de sa famille. Vous n'ignorez pas qu'entre ces deux personnages, il existait, on l'a vu, notamment quand on a parlé de la conspiration d'époux d'Henri VIII, etc., mais il existait une très forte rivalité, le mot est faible, et François Ier, comme tous les rois de France depuis 1497, ces rois de France ont un objectif, se rendre maître du nord de l'Italie, et plus particulièrement des duchés de Milan et de Naples, qui eux étaient soutenus par les Habsbourg, c'est-à-dire par Charles Quint. Vous imaginez effectivement le problème pour le duc de Savoie. Ces territoires, ils se situent à la frontière entre la France et l'Italie.
Et donc, pour franchir les cols alpins, il faut impérativement traverser les États de Savoie. Mais qu'est-ce que l'on appelle État de Savoie au XVIe siècle ? Vous vous dites bien que c'est autre chose que ce qu'on appelle aujourd'hui la Savoie et la Haute-Savoie. Au début des années 1530, cher Jean-Pierre, chère Sandra, Oui, le nous sommes duché là. de Savoie est à son apogée géographique. Il s'étend en fait sur 3 pays actuels, la Suisse, la France et l'Italie. L'Italie. Du nord au sud, du lac Léman à Nice, et d'est en ouest, on va dire des environs de Lyon, à la ville piémontaise, de la Bresse. voilà, de la Bresse, à la ville piémontaise de, attention, excusez-moi pour l'accent, de Vercelli. Alors on va plutôt la prononcer à la française, on appellera ça Versailles, mais voilà. Il existe dans les textes de Savoie, en fait, avec capitale Chambéry. Donc la première, c'est celle qui est en deçà des Alpes, qui regroupe la Savoie et la Haute-Savoie actuelle, que l'on appelle la Savoie propre. Il y a les territoires suisses, la Bresse, le Bugey, les environs de Nice. Donc tout ça, c'est la Savoie en deçà des Alpes, avant les Alpes. Et la seconde, c'est la Savoie au-delà des Alpes, avec bien sûr Turin, et le Piémont, et le Val d'Aoste. Le duc de Savoie, il a une puissance territoriale qui est indéniable, mais par contre, c'est avant tout un colosse au pied d'argile, et il ne peut bien sûr pas rivaliser avec ses puissants voisins, mais il possède quand même un atout de taille, c'est lui qui maîtrise les cols alpins, dont l'importance elle est primordiale pour quiconque souhaite se rendre en Italie, et bien sûr, qui doit bien sûr payer pour se rendre en Italie, payer droit de passage et divers taxes. Mais quelle circonstance va alors mettre le feu aux poudres ? Parce que c'est quand même le thème de notre émission, c'est l'occupation de la Savoie par la France, mais qu'est-ce qui va faire que la France va occuper la Savoie ? Et comme souvent, c'est un élément extérieur qui va précipiter la Savoie dans quand même 23 années d'occupation. Cet élément, il a trouvé à Genève, au début des années 1530, car ces années, elles sont marquées par l'émancipation de la ville. La ville était sous tutelle savoyarde. Genève va s'émanciper. Pour quelles raisons ? Eh bien, avant tout pour des raisons religieuses. Vous connaissez tous le protestantisme, les thèses du protestant Calvin, et vous savez que Genève, c'est la ville du calvinisme. Et donc, les Genevois qui sont imprégnés de calvinisme vont petit à petit s'émanciper de la tutelle savoyarde. Quand je vous dis petit à petit, c'est bien sûr pas fait sans heurts. Je vais vous la faire courte, mais en fait, les hommes d'église fidèles au duc, ils sont exclus de Genève. Les Savoyards qui sont quand même fidèles au duc, ils font ce qu'on appelle la confrérie de la Cuillère et ont pour but de reprendre la ville aux protestants. Et pour reprendre Genève aux protestants, ils organisent ce que l'on appelle un blocus, c'est malheureusement d'actualité. Et ils entament diverses négociations pour reprendre la ville pacifiquement et négociations qui échouent toutes. Alors qu'est-ce qu'il fait Charles Quint ? Il fait appel à ses proches, aux membres de sa famille. Il fait appel à François Ier. Et François Ier prend le parti des Genevois. Pour lui, c'est plutôt idéal de voir un rival affaibli. Donc, il prend plutôt le parti des Genevois. Il ne va pas aider... ça s'appelle de la politique, ça. Voilà, c'est ça. Il ne va pas aider son tonton. Voilà. Et Charles Quint, donc Charles III demande aussi de l'aide à Charles Quint. Mais Charles Quint, il n'est pas là. Il est absent parce qu'il part mener la guerre en Afrique du Nord. Je crois qu'il va mener le siège à Tunis, mais je peux me tromper. Bref, le duc se retrouve seul. Et les Bernois, ils en profitent pour rentrer en guerre officiellement. Et ça, nous sommes le 27 décembre 1535. Et l'offensive débute le 16 janvier 1536. Il y a les Bernois, les Genevois aussi, contre le duc de Savoie. Force est de constater que les armées savoyardes ne sont pas forcément au point, parce que le blocus savoyard de Genève, il est brisé dès le 2 février. Et en quelques semaines, furent pris le Pays de Vaud, le Chablais, les villes de Thonon, Évian, Saint-Julien en Haute-Savoie et Annemasse. Lausanne, qui était aussi sous domination savoyarde, tombe le 31 mars et adopte officiellement le culte protestant. La souveraineté savoyarde sur les territoires qu'on va appeler helvètes était définitivement révolue. Il y aura d'autres tentatives pour récupérer Genève, mais ces tentatives ont échoué. Retenez bien, 1536, la Savoie n'est plus en Suisse. Devant l'avancée rapide des troupes qui sont donc protestantes, François Ier perçoit vite le danger. C'est celui de voir se diffuser une religion calviniste sur l'ensemble de la Savoie, à la frontière même du royaume de France. Donc il saisit là une aubaine qui semblait unique, et François Ier, il souhaite prendre possession des territoires savoyards. D'ailleurs, pour lui, il ne s'agissait plus de traverser le duché, mais bien de l'occuper.
Lors des précédentes campagnes d'Italie, les rois de France se contentaient de traverser le duché, mais là, François Ier a d'autres ambitions. Pour cela, pour envahir un territoire souverain voisin, il fallait trouver un prétexte que l'on appelle un casus belli. Un casus belli, un cas de guerre. Un cas de guerre, voilà, c'est ça. Pour justifier l'invasion. Et donc, François Ier, il avait quand même des arguments de taille. Ce que n'a pas cherché Poutine. Voilà, par exemple, Il a envahi Là, sans casus belli. Mais François Ier, il en a, parce qu'il a quand même des prétentions sur le duché de Savoie, notamment sur des territoires qui appartiennent à sa maman, qui est Louise de Savoie. Donc il se dit, maisons de Savoie. Voilà, je peux prendre possession de certains territoires, donc pour moi c'est un casus belli. Et comme par hasard, le hasard fait bien les choses, François Ier il se trouve au début de l'année 1536, tiens, il est à Lyon, seulement à quelques kilomètres de la frontière franco-savoyarde. Vous imaginez qu'une opération militaire est quand même complexe à mener, parce que l'objectif pour François Ier c'est d'aller jusqu'en Italie, de prendre bien sûr la ville de Milan, et donc il y a des ordres qui sont donnés, et on a une trace de ces ordres. Les ordres datent du 11 février 1536. Le comte de Saint-Paul, c'est le gouverneur du Dauphiné. Il a pour mission de prendre Montmélian, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne. Et d'une autre, il y a une autre armée, commandée par Philippe de Chabot, qui lui est gouverneur de Bourgogne, devait soumettre la Bresse, le Bugey et Valromey. Devant la précipitation, Charles III, il donne des ordres, parce qu'il se doute bien, il a des émissaires, il se doute bien qu'il y a des choses qui se passent de l'autre côté de la frontière, et donc il donne des ordres dès le 17 février, et ces ordres, c'est recevoir, honorer et bien traiter, en parlant d'anciens français, donc bien traiter, les gens du roi de France. Alors, comme sens de l'anticipation, on a connu mieux, mais je pense que Charles III, en fait, pensait que le roi de France allait se contenter, une fois encore, de simplement traverser les États, et pas de l'occuper politiquement et militairement. Bien sûr, c'est l'inverse qui se passera. Et la conquête française, elle est aussi fulgurante. Bourg-en-Bresse se rend le 23 février. Donc, quand je vous dis se rend, c'est sans coup férir. Et les ordres d'opposer une résistance ne furent prononcés que le 25 février. Bien trop tardivement pour inverser le sort de la guerre. Chambéry fut occupé dans les premiers jours du mois de mars. Mais Charles III, il a encore les moyens de bloquer les Français, puisqu'il possède un atout de taille dans sa Manche, j'ai envie de dire, même si nous ne sommes pas au bord de la mer, Jean-Pierre. Au bord de la mer, Et il possède un atout qui est la plus grande forteresse d'Europe. Ça, les gens l'ont oublié, qui est située à Montmélian. Et puis, on va voir un peu comment va être prise cette forteresse, ou pas, après une première pause musicale. Après une première pause musicale, et je crois qu'on va parler, comme on a François Ier, comme on a Charles Quint, des rois du monde. Les rois du monde, c'est parfait. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire avec notre ami Julien pour parler aujourd'hui de l'occupation de la Savoie, pas par les troupes du général de Montesquieu en 1792, en septembre 1792, mais celle d'avant. C'est ça. De 1536 à 1559. Donc la Savoie a déjà été française à plusieurs reprises. Et je voulais juste dire un mot avant que tu ne continues. Je voulais dire un grand merci à Marion pour le choix de la playlist. Ah oui, elle se reconnaîtra. Voilà, tout à fait. Julien, t'écoute. Et donc avant la pause musicale, on a mis en avant le contexte géopolitique, religieux et militaire de la Savoie, et nous avons constaté qu'entre les Suisses au nord et les Français à l'ouest, les troupes du duché de Savoie en 1536 ne faisaient pas le poids. D'ailleurs, elles n'en avaient pas les moyens. Mais il y avait encore un espoir avec la formidable forteresse de Montmélian, qui tenait les routes menant vers la Maurienne et la Tarentaise, comme aujourd'hui d'ailleurs. Vous voyez, c'est une sorte de bouchon sur la route, Montmélian. Une place forte stratégique de la plus haute importance. À la tête de la garnison de Montmélian, faut vous imaginer, c'est la plus grosse forteresse d'Europe. Vous vous rendez compte ? C'est vraiment quelque chose de très important dans le dispositif militaire français. Il y a un Napolitain qui s'appelle Francisco Chiaramonte. Donc il organise les défenses, les Français arrivent, commencent à mettre le siège. Il y a quelques coups de feu. Et que fait notre ami Francisco ? Eh bien, il se rend, voilà, quasiment sans coup férir. Et les Français donc prennent possession de Montmélian, mettent une garnison. Et là, plus rien ne peut arrêter les troupes du roi. Et tour à tour tombent les villes de Conflans, dans les faubourgs d'Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc, le col du Mont-Cenis est ouvert et il est pris
Et bien sûr, les Français maintenant ont le champ libre pour se rendre en Italie. Et nous allons maintenant arriver au mois d'avril, puisque nous sommes au mois d'avril pour cette émission. Et Turin tombe le 2 avril 1536. Il y aura exactement 486 ans demain. Que fait le duc Charles III ? Devant l'avancée des troupes françaises, il recule. Ça nous rappelle un film célèbre, comique. On se recule, lui c'est plutôt on se recule vers Vercelli, voilà. Donc c'est la seule ville qui reste intacte et qui est encore sous sa possession, avec Nice, voilà. Donc il se réfugie à Vercelli. Toute la Savoie est tombée aux mains des Français. On va dire toute, non, une poignée d'irréductibles tarins menèrent une combativité héroïque. Ça va faire plaisir aux Mauriennais. Ça va faire plaisir, tout à fait. Et donc, on a retrouvé, à travers des recherches, cet événement avec un homme qui s'appelle François de Loctier, dont nous ne connaissons pas les origines, mais en fait, il monte une sorte de milice, voilà, de guérilla, et il lance des raids contre les arrières des troupes françaises. Et il arrive même à reprendre la ville de Conflans à la fin du mois d'avril. Et il réussit même un exploit parce qu'il arrive même à rentrer dans Chambéry et il reprend en fait la capitale des ducs de Savoie. Et à Chambéry, il écrit une lettre au duc demandant des renforts afin de tenir ses positions le plus longtemps possible. En retour, Charles III lui répond. Alors il le félicite, il lui fait des promesses, mais bien sûr, aucune troupe supplémentaire ne peut lui être envoyée. Et François de Loctier se replie chez lui en Tarentaise. Et après une résistance acharnée depuis une forteresse située à Briançon, alors on n'est pas à Briançon, la ville de Briançon, c'est le lieu dit en Tarentaise, il se retire et il rejoint Charles III à Vercelli au printemps 1537. La prise de la Savoie étant effectuée, il ne reste plus qu'à François Ier qui a organisé politiquement ces nouveaux territoires. Comme je vous l'ai dit, François Ier ne s'est pas contenté de traverser, il a occupé politiquement la Savoie. Donc, qu'est-ce que François fait ? En juin 1536, il envoie une lettre patente, c'est une lettre officielle du roi, qui demande la création d'un parlement à Chambéry, qui devient officiel seulement dans la deuxième moitié de l'année 1538. Donc, bien sûr, il y a le temps de prendre la décision, puis ensuite, il y a le temps effectif de créer ce parlement. Et à la tête de ce parlement de Chambéry, ce parlement de Savoie, le premier président s'appelle Raymond Pélisson. C'est une personne expérimentée puisqu'il est professeur de droit et il est originaire d'Auvergne. Alors, vous pouvez me poser la question, pourquoi attendre 2 ans avant la mise sur pied de cette instance, dont nous verrons dans quelques instants l'importance ? Tout simplement car entre 1536 et 1538, il y a les combats qui font rage. Alors bien sûr en Italie, et aussi avec des raids ottomans de Barberousse qui est allié à François Ier, alors qui veut mettre le blocus sur Nice, et Charles Quint, lui, s'attaque à la Provence. Donc on a 2 années où il y a des combats qui ont lieu, et bien sûr la guerre n'est pas décidée, et François Ier ne veut pas forcément créer un parlement, il préfère attendre que cela se tasse un peu. L'issue de la guerre, elle est en fait incertaine, et pour François Ier, c'est prématuré d'organiser administrativement des territoires nouvellement conquis. Pour qu'une trêve soit conclue, dis donc, j'ai du mal aujourd'hui. Pour qu'une trêve soit conclue, il faut attendre la paix de Nice, signée en juin 1538 à Nice. C'est la paix de Nice. Voilà, c'est ça. Donc ce traité prévoit une paix de 10 ans et surtout garantit les possessions françaises sur le Bugey, la Bresse, la Savoie et une partie du Piémont. Turin fut incorporé à la couronne de France dès février 1576. Donc, il peut maintenant organiser ses États. Charles Quint, pour sa part, maintient son emprise sur le Milanais. On peut dire que cette guerre d'Italie a échoué, puisque François Ier a certes conquis la Savoie, mais il n'a pas réussi à prendre Milan. La création du Parlement à Chambéry constitue l'apport essentiel de la France durant l'occupation de la Savoie. Ça symbolise l'autorité judiciaire du roi de France sur ces nouveaux sujets. C'est principalement le Parlement une cour d'appel, mais aussi une cour d'enregistrement de l'ensemble des textes royaux. Ce qui était le rôle des parlements sous l'Ancien Régime. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, qui aura une implication très forte et très importante avant la Révolution française. Avant la Révolution française, puisqu'il y aura le refus du Parlement de Paris. C'est ça. D'enregistrer certains actes du roi. Pour résumer, en fait, le Parlement, il représente le roi au niveau de la province. Afin d'inciter les parlementaires, ce sont des nouveaux parlementaires,
à rendre une justice, entre guillemets, conforme et enregistrer convenablement, encore une fois, entre guillemets, les textes royaux, eh ben, les parlementaires de Chambéry bénéficient de privilèges fiscaux qui leur sont accordés. D'ailleurs, cela suscite la jalousie des parlementaires du royaume, bien sûr. Pourquoi les Chambériens auraient des avantages? En fait, c'est pour on achète un peu leur silence. Voilà. Alors, à Chambéry... Ça marchait déjà comme ça. Ça marchait un peu comme ça, oui, surtout à l'époque, oui. À Chambéry, le Parlement était composé de 9 membres, et il y en avait 7, je cite, qui n'appartenaient pas au pays. Donc, ça veut dire qu'il y avait 2 Savoyards sur les 9. Il n'avait pas la majorité. Il n'avait pas la majorité. Donc, cela explique aussi la facilité dont avait besoin François Ier pour assujettir ces nouveaux sujets. Voilà, donc en fait, il a mis des gens fidèles à lui du pays en Savoie plutôt que des Savoyards. On peut s'imaginer qu'il craignait peut-être que les Savoyards prennent parfois des décisions qui allaient à l'encontre du nouveau souverain, et donc il n'a pas voulu prendre de risques. Sous la présence française, la Savoie a vécu dans une relative tranquillité. Aucune révolte majeure n'a été organisée, mais on sent bien que les Savoyards, quand même, étaient attachés à leur souverain légitime et que la présence française était, pour la population, plutôt un fardeau. Alors pourquoi, vous allez me dire? Simplement parce que la Savoie, et donc ses habitants, devaient financer la guerre. C'était une zone de passage, et bien sûr, pourvoir à l'entretien et au logement des troupes, et également, entretenir les forteresses et les routes. Parce que bien sûr, vous imaginez bien que c'est pas comme aujourd'hui où on peut se rendre à Turin en quelques heures. À l'époque, il fallait plusieurs jours, et donc il fallait créer des étapes pour que les troupes puissent se soigner si elles étaient blessées, se reposer, manger, etc. Et donc, bien sûr, c'était les Savoyards qui devaient assumer tout ça. Donc, pour essayer de réduire les efforts, les Français ont créé des villes-étapes, à l'exemple de la Maurienne. Donc, il y a Aiguebelle, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane et Lens-le-Bourg. Donc, c'était des villes où les garnisons faisaient des haltes. Et en principe, ces villes donc accueillaient, logeaient et nourrissaient les soldats, et ils devaient obtenir, donc j'ai dit en principe, mais c'est vraiment en principe, le remboursement de la couronne. Mais comme vous le savez, en France, les problèmes fiscaux ne datent pas d'hier, et les villes se plaignaient souvent de ne pas être remboursées à temps parce qu'ils devaient avancer les frais, mais le roi ne remboursait pas forcément dans les délais. Le premier rapport de la France à la Savoie, c'est ce Parlement. On en parlera tout à l'heure. L'autre apport de la France à la Savoie, c'est la création en 1539 d'une nouvelle Chambre des comptes. Alors cette instance contrôlait la gestion des domaines des nobles du royaume. C'est en fait l'actuelle Cour des comptes. On appelait ça une Chambre des comptes. Et si vous ne devez retenir qu'un seul texte qui a bouleversé l'histoire de France, et donc par conséquence la Savoie, ce serait l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui rend obligatoire l'utilisation du français pour tous les documents officiels. Donc, avant, c'était le latin. C'était le latin, c'est ça. Et ce document qui a été signé par François Ier a été bien sûr promulgué également pour ses parlements, et donc son parlement de Savoie. D'ailleurs, quand, on saute quelques étapes rapidement, mais quand la Savoie va redevenir savoyarde, le duc de Savoie va également se mettre à l'heure française, puisque le 6 septembre 1559, en 1561, il promulgue l'édit de Rivoli, qui est en fait l'ordonnance du Villers-Cotterêts, mais version savoyarde. Donc en fait, il rend l'utilisation du français comme une langue vernaculaire, et ça, en fait, il refait ce que les Français ont fait. Ce ne sera pas la première fois. Est-ce que c'est ce traité qui a donné son nom à la grande avenue à Paris ? Rivoli. Non. Non. C'est la bataille. C'est la bataille de Rivoli de Napoléon. Et donc, c'est 1539, le 6 septembre, l'édit de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Oui. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais au cours des 23 années d'occupation de la Savoie par les Français, François Ier puis son successeur Henri II, on en reparlera, ont tenté, bien sûr, de ménager les populations locales, notamment en garantissant certains de leurs privilèges et de leurs traditions, notamment, les récompenses que l'on donne de manière honorifique, ce qui existait avant et a encore cours sous le Royaume de France. Alors, l'occupation de la Savoie de 1536, c'est la première. Alors, il y a bien sûr eu des passages des Français, mais c'est la première fois qu'ils occupent la Savoie. Et elle fut aussi la plus longue. Mais alors, pourquoi et comment elle a pris fin? Parce qu'on a quand même affaire à des monarques, François Ier et Henri II, que vous connaissez tous, je l'espère. Et donc,
comment le petit Savoyard a réussi à s'émanciper de cette tutelle française. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit aparté sur Bien sûr. Henri II? Oui, bien sûr. Henri II, dont les 3 fils vont régner chacun à leur tour et mourront sans laisser de C'est ça. descendance. Et on passera ensuite aux Bourbons. Ouais, tout à fait. On ira C'est ça. chercher un cousin, Henri de Navarre. C'est ça. Donc, c'est la malédiction des Bourbons. On a eu l'extinction des Capétiens des Bourbons directs. Voilà. Ensuite, on a les Valois. Et ensuite, et pour les Bourbons, ça fera pareil. Voilà, tout à fait, c'est Ouais, ça. ça fera pareil avec Louis XVI, Charles X et Louis XVIII. Tout à fait, c'est ça, la malédiction des rois de France, en fait. Des rois de France qui viendraient des Templiers, C'est ça. peut-être. Ouais, on sait pas. Alors, Et, reprenons. Oui, donc on reprend. Reprenons. Donc, comment cette occupation française a pris fin? Eh bien, il y a un homme qui a précipité, a renversé le cours de l'histoire. Cet homme, c'est un Savoyard. Il s'appelle Emmanuel Philibert de Savoie. Il a été duc de 1553 à 1580. C'est le fils du duc Charles III. Et c'est en fait le dernier héritier de la maison de Savoie. On va dire que tous les espoirs reposent sur lui. Et il va passer les premières années de son règne à vouloir récupérer les territoires perdus par son père. Pour lui, c'est un objectif. Donc, une solution s'offrait alors naturellement à lui. Il n'allait pas s'engager du côté du roi de France, bien sûr, mais plutôt de Charles Quint, auprès duquel il va combattre les Français, dont le roi de France est Henri II depuis 1547. François Ier règne de 1515 à 1547, et donc Henri II lui succède. Emmanuel Philibert, c'est pas un commandant ordinaire. Déjà, de par sa filiation avec Charles Quint, dont il est le neveu, il va bénéficier d'une éducation militaire à part, une éducation politique à part également, et il va très vite faire preuve de grandes compétences. Quand je vous dis compétences, c'est au pluriel, hein, il n'en avait pas qu'une. Charles Quint, d'ailleurs, voyant que c'est quand même un jeune homme très dégourdi, très débrouillard et très intelligent, le nomme même gouverneur des Pays-Bas espagnols, c'est l'actuelle Belgique. Son destin était en fait tracé, il était l'homme qui devait redonner aux États de Savoie leur fierté et leur grandeur, et pour ça il adopta une devise, je vais vous la faire en latin, Oui, mon lapin. Spoliatis arma supersunt, ce qui signifie à ceux que l'on a spoliés, les armes restent. Voilà. Et donc on va faire monter un peu le suspense, comment le duc de Savoie va reprendre ses États. Donc on va voir ça après une petite pause musicale. Et puis ensuite on continuera donc cette occupation française de la Savoie de 1536 à 1559. Est-ce que c'est une pause musicale un peu fraîche, un peu savoyarde? C'est possible. Ah, on va voir ça alors. On va voir ça tout de suite. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Chères auditrices, chers auditeurs, on s'excuse auprès de vous, c'est le 1er avril. On vient de passer un titre qui ne correspond pas vraiment à notre couleur musicale. Vous êtes bien toujours sur Radio Grand Lac, ne vous inquiétez pas. C'est Julien qui nous a imposé ça. Voilà, mais bon, ça parlait de la Savoie dedans, donc voilà. Et puis c'était marrant. Et puis c'est le 1er avril. Oui, on peut se lâcher un peu. On peut se lâcher un peu. Et puis foutre ta cagoule. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, Sandra fait vachement bien la chorégraphie. Tout à fait. On voit, je suis sûr qu'elle regarde le clip en ça cachette sur chez les elle. réseaux sociaux après. Oui, on pourra. Merci en tout cas, et puis on continue avec cette évocation de l'occupation de la Savoie par la France de 1536 à 1559. Tout à fait. Donc nous sommes en 1555. Philippe II d'Espagne succède à Charles Quint, qui a désiré abdiquer. Et la guerre s'éternise. Alors quand je dis la guerre, c'est plutôt les guerres, car en 1557, on en est à la 11e guerre d'Italie. Le destin de la Savoie va se jouer. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez vu que le destin de la Savoie, c'est plutôt joué à cause d'événements qui ont lieu du côté de Genève. Et ben là, la Savoie, son destin ne va pas se jouer dans les Alpes, ou sur les plaines du Piémont, comme on pourrait le penser, mais plutôt en Picardie, et plus précisément dans la ville de Saint-Quentin. Saint-Quentin dans l'Aisne. Emmanuel Philibert, en 1557, il est sur ses terres, dans les Pays-Bas espagnols. Alors donc on est au nord du Royaume de France, plutôt du côté de la Belgique actuelle, pour que vous imaginiez un peu la situation. Et il prend la tête, à la demande de Philippe II d'Espagne, d'une armée immense de 60 000 hommes. Et donc le but, pour mettre fin à la guerre, c'est de prendre Paris, la capitale. Et pour cela, pour prendre Paris, il fallait prendre Saint-Quentin, qui était situé, vous voyez, à la jonction entre le nord et l'est du royaume. C'est pareil, c'est un nœud stratégique important. Donc, il part de ces États des Pays-Bas espagnols, il
fait route vers Saint-Quentin et il commence à faire le siège de la ville. On est le 2 août 1557. Les défenseurs français sont commandés par un homme qui va devenir très célèbre, qui s'appelle l'amiral de Coligny. Qui aura une très mauvaise fin aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il est célèbre, justement. Il est surtout célèbre par sa fin, puisqu'il va mourir défenestré lors de la Saint-Barthélemy. Et ils firent... Et même son corps sera dépecé. On va manger son corps. Enfin, ça sera vraiment une fin horrible. Et donc, les défenseurs français, devant le siège, ils n'ont pas d'autre choix. Ils font appel à une armée de secours. Et cette armée, elle est aux ordres du connétable Anne de Montmorency. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'un des principaux chefs de guerre du royaume. C'est le chef des armées françaises. Voilà, c'est ça, tout à fait. Anne de Montmorency, très connu. Alors, Anne, c'est un prénom masculin à l'époque. C'est pas un prénom féminin. C'est bien. C'est un prénom qui était utilisé beaucoup parce que tout à fait. C'est simplement le prénom de la maman de la Vierge. Ouais, c'est ça. Donc on l'utilisait énormément. Tout à fait. Et côté français, donc bien sûr, la confiance, elle est au beau fixe. Alors, quand je vous dis confiance, on peut même dire un certain mépris, puisque Anne de Montmorency n'est pas forcément très impressionné par Emmanuel Philibert, qui n'est que le fils de Charles III, qui lui-même a été incapable de protéger ses territoires. Mais, on va dire que le 10 août, petite coquille, l'armée française, elle est décimée par les troupes d'Emmanuel Philibert, et Anne de Montmorency est même capturée. Et en fait, il ne reste comme armée française que les assiégés de Saint-Quentin. C'est seulement quelques milliers d'hommes, donc qui ne peuvent pas faire le poids face à l'immensité de l'armée d'Emmanuel Philibert. Et donc, Saint-Quentin tombe le 27 août. Alors cette victoire, elle est bien sûr décisive, puisqu'elle a épuisé économiquement et militairement. Alors, quand je vous dis cette victoire, c'est surtout pas seulement la victoire, mais aussi la conquête militaire, les conquêtes militaires même, a épuisé les deux belligérants, donc économiquement et militairement. On sait que du côté de Philippe II, il y a des grosses difficultés financières. Du côté du Royaume de France, pareil, c'est compliqué. Il n'y a plus les moyens de tenir et de mener des offensives. Mais cette victoire, elle est aussi décisive pour la Savoie, puisque Emmanuel Philibert, c'est lui qui tire son épingle du jeu, et il en tire aussi une respectabilité personnelle immense. Et également un prestige incroyable pour l'époque. Vous vous rendez compte, c'est celui qui a mis fin presque à cette guerre d'Italie. Vous vous rendez compte, en fait, on a affaire à un duc déchu qui n'a plus d'État, qui en fait a les seuls États qu'il a, c'est parce que Charles le Quint lui a donné, quoi. C'est plus ses terres d'origine. Il est privé de ses territoires et il renverse presque à lui tout seul une des plus grandes armées d'Europe. Il s'inscrit en fait dans une lignée de chefs militaires savoyards de premier plan, au même titre qu'un prince qui va arriver plus tard, qui s'appelle le prince Eugène de Savoie. C'est lui qui est resté célèbre, parce que c'est lui qui sauve à Vienne des Turcs lors du siège de 1683. Donc, où on a créé les croissants. Où on a créé les croissants, tout à fait. Les viennoiseries. C'est ça. En fait, le croissant, c'était le croissant ottoman, en fait. Et donc, pour rendre hommage à cette victoire, on a créé le croissant. Et donc, bien sûr, Emmanuel Philibert, peu le savent, mais c'est un grand chef de guerre. Le prince Eugène également. En fait, en Savoie, on a aussi des chefs de guerre de grande qualité. Bien sûr, la maison de Savoie a des héros dans... Tout à fait. Peu le savent, mais c'est un fait. La guerre, elle durera encore 2 années pour aboutir à la signature d'un traité qui s'appelle le traité de Cateau-Cambrésis, le 2 et 3 avril 1559, qui marque officiellement la fin des guerres d'Italie. La guerre, suite à ce traité, renonce définitivement à ses prétentions sur le Milanais, qui était, comme on l'a vu au début, l'objectif principal des Français. Pour la Savoie, les clauses de ce traité, elles sont fondamentales, puisque lui sont restituées l'ensemble des terres, à l'exception du Genevois, et des territoires conquis par les Suisses, mais ça viendra un peu plus tard. Et même, Emmanuel Philibert, il est prévu qu'il se marie avec Marguerite de France, qui est la sœur d'Henri II. Donc l'idéal pour sceller des alliances et pour conclure un traité, on faisait un mariage. Et la fille de François Ier. Et la fille de François Ier, oui, tout à fait. Pour la France, donc les conséquences, elles sont profondes aussi, et même funestes, parce qu'en fait, c'est au cours des célébrations de la paix qui ont conclu, que l'on a organisé pour le traité du Cateau-Cambrésis, que mourut, c'est le 10 juillet 1559, Henri II, après avoir été percuté au visage par une lance, lors de ce que l'on peut considérer comme le plus célèbre combat de joute de l'histoire. En fait, vous avez le roi de France qui était sur son cheval, vous avez face à lui
un concurrent. Et en fait, le but, c'était pas de tuer l'adversaire, c'est de le faire tomber. C'était de le faire tomber. Et en fait, la lance de l'adversaire a ricoché sur le bouclier d'Henri II et il s'est pris en fait la lance sous l'œil. Donc c'était, bref, il a agonisé plusieurs jours. Enfin bref, c'était une catastrophe. La fête du traité de paix en fait a viré au cauchemar. Alors pour la petite histoire, on prenait des prisonniers sur lesquels on a reconstitué les blessures d'Henri II pour essayer de voir comment faire pour sauver le roi. Mais vous imaginez bien qu'à l'époque, quand on se prenait une lance à hauteur du sous l'œil, dans le visage, il y avait quand même peu de chances que l'on puisse y réchapper. Alors c'est déjà arrivé, on pourra en reparler, mais là, les blessures étaient bien trop importantes. La cérémonie officielle de restitution des États, puisqu'on a vu que le traité du Cateau-Cambrésis restitue à Emmanuel Philibert ses États de Savoie, elle se déroule le 4 août 1559. Donc le traité, c'est le 2-3 août. Et donc le 4 août, on restitue. On est dans la grande salle du château des Ducs de Savoie. Et donc, bien sûr, ordre est donné de retirer les armoiries françaises de tous les bâtiments publics. Bien sûr, il faut, puisque ce ne sont plus des territoires français, et symboliquement, on enlève les armoiries. Donc c'est la fleur de lys qu'on enlève. Ouais, c'est ça, tout à fait. Emmanuel Philibert n'était pas présent personnellement, il était représenté par le comte de Châlons et il prit possession et jouissance du duché de Savoie, Maurienne et Tarentaise et des villes, châteaux, places fortes et autres choses qui en dépendent. Fin de citation. Le 10 août, c'est en fait le jour anniversaire de la bataille de Saint-Quentin. On n'a plus les armes françaises, donc on y installe symboliquement le 10 jours les armes de la maison de Savoie, donc notamment aux portes de Chambéry. Et ainsi s'achevèrent officiellement 23 années d'occupation française qui marquèrent pour de nombreuses années le duché de la Savoie. Et ça, on va voir à travers 2 exemples. Le premier, devant l'impossibilité de défendre Chambéry face à des forces armées, la capitale du duché, elle est transférée de Chambéry à Turin. C'est le 7 février 1563, donc c'est une des conséquences de l'occupation de 1536. Bien sûr, Turin, c'est une ville plus importante, plus fortifiée. Elle est bien sûr plus éloignée de la frontière française et elle bénéficie d'une protection toute naturelle qui sont en fait les Alpes. On va remettre encore une petite couche sur le transfert d'éléments d'une capitale à une autre. Donc Turin reçoit en 1578 le Saint-Suaire, parce qu'il faut bien sûr que le Saint-Suaire suive le duc de Savoie et donc revienne dans la capitale officielle. La maison de Savoie était protectrice du Saint-Suaire. Est-ce que tu peux redire un mot? C'est quoi le Saint-Suaire? Le Saint-Suaire, c'est le linceul du Christ dans lequel on aurait enterré le Christ. Et donc dessus, on aurait crucifixion. Et donc il y a une sorte de photographie, je ne sais pas comment, du Christ. On voit la couronne d'épines. Voilà, c'est ça. Après la question, c'est est-ce que c'est la vraie, est-ce que c'est pas la vraie. Enfin bref, l'important, c'est pas de savoir si c'est la vraie ou pas, c'est de savoir ce qu'elle représente. Et pour l'époque, c'était vraiment une relique du Christ qui est auprès de la maison de Savoie. C'est très important. Or, ce Saint-Suaire, pendant l'occupation française, il a été mis à Nice, qui a toujours été une ville libre. Puis ensuite, il a été à Vercelli en 1543. Et en 1559, bien sûr, il retourne à la Sainte-Chapelle de Chambéry. Et donc, il ira à Turin en 1578. Le Parlement de Savoie, donc avec le départ des Français, bien sûr, il est dissous. Mais il y a un Parlement à dissous, c'est pas cher. Voilà, c'est un Parlement à dissous, c'est pas cher, tout à fait. Mais il y a une entité qui va le remplacer, c'est le Sénat. C'est le Sénat de Savoie. Le souverain Sénat de Savoie. C'est ça, le souverain Sénat de Savoie, qui est instauré le 12 août 1559 et il va perdurer jusqu'à l'annexion de la Savoie à la France en 1880, c'est-à-dire 321 ans. Donc le premier président sera un certain Favre. Favre, c'est ça. Les compétences du Parlement de Savoie étaient multiples. Alors, elles étaient bien sûr judiciaires, comme on l'a vu. Donc la justice était rendue maintenant plus au nom du roi, mais au nom du duc. Il y avait des compétences administratives. C'était ce Parlement de Savoie qui réglementait les bonnes mœurs et les pouvoirs de police. Ce Parlement avait également des pouvoirs religieux, puisqu'ils appliquaient les décisions du Saint-Siège. Nous sommes au XVIe siècle, donc vous imaginez qu'à l'époque, il y avait une importance très importante de la religion et donc de la papauté. Le pouvoir temporel. C'est ça. Du pape. Voilà, le pouvoir temporel du pape qui était très important, parce que c'est quand même lui le chef de la chrétienté, et donc le duché de Savoie étant un royaume chrétien, le pouvoir spirituel, c'était le pape. Voilà. Il y avait également un pouvoir législatif de ce Parlement, parce qu'on appliquait une jurisprudence très importante et très nombreuse, et également des prérogatives diplomatiques, puisqu'il y avait des missions diplomatiques diverses qui partaient de ce Parlement de Chambéry,
y compris à Turin, qui est dans le même duché, mais qui est de l'autre côté des Alpes, parce qu'il fallait bien sûr adapter au territoire savoyard les décisions qui étaient prises à Turin. On peut se douter que parfois, les décisions qui étaient prises pour le Piémont n'étaient pas forcément valables pour Chambéry, et donc il y avait des délégations qui se rendaient à Turin pour ajuster au mieux les lois. Vous le constatez, la première occupation de la Savoie, elle a eu des conséquences profondes dans notre histoire locale, mais malgré le prestige du duc Emmanuel de Savoie, la Savoie, que l'on appelle en deçà les Alpes, elle connut par la suite une multitude d'invasions et d'occupations, et cela dès les années 1600-1601, avec une nouvelle guerre contre le roi Henri IV, au cours de laquelle la Savoie a perdu définitivement le Bugey, la Bresse, le comté de Gex, le Val-Romey, mais ça, c'est une autre histoire. Merci Julien pour cet exposé brillantissime sur l'histoire de notre duché, de notre province, j'allais dire de notre pays, mais voilà, sur l'histoire de la Savoie. C'est vrai que la Savoie est un carrefour, donc elle a toujours été enviée, elle a toujours été convoitée, et notamment elle permettait l'accès au col, c'était la porte des Alpes. Donc on va te poser quelques petites questions, mais avant on se fait une dernière pause musicale et on arrive tout de suite. Elle va danser Sandra là pour la pause musicale? Peut-être bien, ouais, tout à fait. On va voir ce qu'il y a, on y va. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire, on est toujours sur Foot à Cagoule. Et donc, Julien qui nous a fait... c'est le 1er avril. Oui, on a le droit. On a le droit. L'occupation de la Savoie par la France de 1536 à 1559, on a bien compris le jeu des alliances, le jeu des traités, le jeu de la diplomatie, de la politique pour gagner un État, pour occuper un territoire. On a bien compris le grand rôle joué par c'est Sandra aujourd'hui qui a fait la technique. Donc, on a bien compris le rôle joué par des grands hommes d'État qui ont été François Ier, qui ont été Charles Quint, à une époque où l'Europe était morcelée, où l'Europe était divisée, où il y avait plein de petits États. Il y avait déjà le Royaume de France et puis il y avait bien sûr ce Charles Quint qui a marqué l'histoire du monde. En pleine période des guerres de religion également. Enfin, c'est vraiment une période très troublée. Qui arrivait en France, tout à fait, oui. Et puis, tu as parlé de Charles Quint et de François Ier. On peut également dire qu'il y avait aussi de l'autre côté de la Manche, Henri VIII d'Angleterre aussi. Autre grand monarque. Enfin, c'est vraiment une période très intéressante. Ils ont construit un petit peu les temps modernes. C'est ça. Durant les 23 années dont on vient de parler, 1536-1559, on est en plein milieu du XVIe siècle. Et donc, cette occupation française de la Savoie, est-ce qu'on a des témoignages de tentatives de révolte, de sédition pour se débarrasser de l'occupant français? On va laisser répondre Sandra. D'accord. Non, en fait, Jean-Pierre, très peu, faut l'avouer. Alors, ne pas en avoir de traces, ça ne signifie pas qu'elles n'ont pas existé. Exactement. On parle d'archives qui sont quand même relativement anciennes. Et donc, mais nous n'avons pas de traces de révolte significative. Si nous devons prendre deux exemples, on va en citer deux. Donc, c'est la conspiration d'un certain Claude-Louis Alardet, qui était le doyen de la Sainte-Chapelle de Chambéry, et qui fonda dans sa maison à Chambéry une petite cour de fidèles au duc de Savoie, bien sûr issus de la noblesse et du clergé. Donc, vous en doutez, ces petites réunions ne plaisaient pas à l'occupant français, et il a été arrêté en 1552. Les autorités françaises le bannirent à vie, saisirent tous ses biens. Alors, à l'époque, on ne rigolait pas, c'était ce qu'on appelle le crime de lèse-majesté. Pourquoi est-ce qu'on ne rigolait pas avec ce crime? Parce que le roi, c'était le représentant de Dieu sur terre. Le lieutenant de Dieu sur terre, oui. Toute critique était prise pour un blasphème, et du fait de l'importance de la religion dans la société, les conséquences pouvaient être terribles, parce que s'en prendre au roi, c'était en fait s'en prendre à Dieu. Il y a plusieurs qui ont été écartelés pour moins que ça. Tout à fait. Alors, Alardet, lui, il a juste pris la fuite, et il a rejoint Emmanuel Philibert de Savoie, qu'il connaissait depuis son enfance. Donc, on va dire que les choses se sont plutôt, entre guillemets, bien passées pour lui. Par contre, à Annecy, en 1547, quelques semaines après la mort de François Ier, il y a un document un peu étrange qui a été placardé sur les portes de la ville. Je cite, « Le roi est mort et allez tous au diable ». Alors là, provocation ultime, les forces françaises ne pouvaient pas rester sans rien faire, et le coupable est retrouvé. C'est un certain Nicolas Vindray. Il a été arrêté, condamné à mort,
sa tête fut tranchée et exposée sur le pont d'Annecy. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque pour servir d'exemple. Oui, Jean-Pierre ? Oui, non, je vais dire, c'est la célèbre phrase du Spoons, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Voilà, c'est tout à fait ça. Un de ses complices, qui est un récidiviste connu pour sa détestation du roi de France, a été condamné aux galères perpétuelles. Mais voilà pour les cas les plus significatifs. Il y a eu d'autres cas aussi par-ci, par-là, mais vraiment rien de bien significatif. Les archives judiciaires de cette période comportent quelques cas de crimes de lèse-majesté, mais dans leur majorité, le Parlement de Savoie ne donnant pas de suite. En fait, les cas étaient trop peu nombreux et il fallait surtout garder les faveurs de la population. Et bien sûr, pour garder la faveur des populations, il ne fallait pas non plus se montrer trop rude avec les opposants. Et puis pour les Savoyards, entre guillemets, dits moyens, l'occupation française, c'est vrai que n'a pas changé grand-chose. Pour le cultivateur, l'agriculteur ou l'artisan, qu'il soit sous une occupation savoyarde ou française, il devait toujours autant travailler pour vivre ou pour survivre. Enfin, voilà, que ce soit un Français ou un Savoyard, ça changeait pas grand-chose. On avait affaire à un occupant qui parlait la même langue, qui avait la même religion, avec lesquels on avait, de par les passages, une connaissance assez intime. Enfin, c'était presque des cousins, quoi. Voilà. Fait. Donc pour les occupants, ça n'a pas changé grand-chose. Les Savoyards regardaient la France et ne la voyaient pas si loin que ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, notre province de Savoie, notre duché de Savoie, au carrefour des grandes routes commerciales, la porte des Alpes pour rejoindre ce qu'on appelle maintenant l'Italie, a toujours été recherché pour être occupé. Donc tu as évoqué l'occupation de la Savoie là tout à l'heure par Henri IV en 1601, Sandra arrête. Mais le duché de Savoie a-t-il connu d'autres occupations avant 1860 ? Oula, oui. Alors il y a eu celle de François Ier d'Henri II, celle d'Henri IV. Alors en fait, on va dire que tous les souverains quasiment ont occupé la Savoie. Tous les souverains français. Français, bien sûr. Alors pas que, on va voir ça. Oui, bien sûr. Alors, en 1630-1631, il y a Louis XIII qui a occupé la Savoie. Il y a eu un traité qui s'appelle le traité de Cherasco, qui enleva au duc le duché de Montferrat. On a vu également les conséquences tout à l'heure de l'occupation d'Henri IV. Louis XIV, il vient aussi, il s'empare des États de Savoie entre 1703 et 1713. On a quand même 10 ans d'occupation. Date de la signature du traité d'Utrecht, qui est très important, parce qu'à la signature de ce traité, la Savoie obtient la Sicile, qui est en fait échangée en 1720 par la Sardaigne, et la Savoie devient alors le royaume de Piémont-Sicile. D'abord Piémont-Sicile, et puis après Piémont-Sardaigne. Ensuite, entre 1742 et 1748, c'est la guerre de succession d'Autriche, et là, ce sont les Espagnols qui prennent le duché de Savoie et qui occupent la Savoie. Pendant la période révolutionnaire aussi, donc l'armée des Alpes françaises envahit la Savoie. Avec le général de Montesquieu, le 24 septembre 1792. 1792, tout à fait, et forma même le département du Mont-Blanc, avec comme préfecture Chambéry. Donc là, on a encore aussi une organisation administrative de nouveaux territoires. Et d'ailleurs... c'est le traité de Vienne c'est ça. Qui rentra la Savoie indépendante. Tout à fait, en 1815. Et ensuite, comme vous le savez, il faudra attendre avril 1860 pour que la Savoie soit officiellement intégrée à la France suite aux accords conclus entre Cavour et Napoléon III. L'histoire pour notre belle Savoie, vous le constatez, n'a pas été un long fleuve tranquille. Et on va pouvoir conclure là-dessus, Jean-Pierre ? Bien sûr. Merci Julien pour cet exposé dans le cadre de C'est une autre histoire sur l'histoire de la Savoie. Par contre, Sandra, elle vient pas souvent, mais quand elle vient, elle dissipe, je trouve. Oui. Elle dissipe. Vous aurez compris, chers auditeurs, chères auditrices, que on a fait ça dans une décontraction un peu particulière, parce que c'est le 1er avril, et puis qu'on vous aime, et qu'on sait que vous aviez le sourire, la banane en nous écoutant, et c'est le principal. Julien, le prochain mois, tu vas nous parler de quoi, de quel événement ? Alors, si j'ai bonne mémoire, on va se retrouver le 6 mai, et on va se plonger, donc, comme on l'avait fait un an auparavant. Ce sera les 1 an de ton émission ? Oui, où on avait commencé au mois de mai pour la mort de Napoléon. Donc là, on va se replonger dans l'Empire napoléonien, et on va évoquer la vie, le destin du maréchal Jean Lannes, qui était le Roland de l'armée. C'est peut-être pas le maréchal le plus connu, mais il a eu une importance considérable dans l'armée napoléonienne, et il est mort au mois de mai, c'était le 31 mai 1809, à la suite de la bataille d'Essling. On va revenir sur sa vie, ses faits d'armes et sur sa légende. C'était un très proche de Napoléon, ce qui était rare, parce que Napoléon avait très peu d'amis,
Et dans ses mémoires, La phrase Napoléon qu'il dira, elle est très dit de belle. lui, je l'ai pris pygmée et je l'ai perdu géant. Enfin, c'est quelqu'un qui a connu une vie extraordinaire. Et est-ce que je peux faire un peu de promo pour Sophie, parce que c'est ce soir à 20h. Bien sûr, Julien. Bien sûr, puisqu'on sait que tu es élu également à Challes-les-Eaux. Challes-les-Eaux, avec une ville avec laquelle on va prochainement construire une collaboration efficace pour la culture. Et donc, bien sûr, tu peux promouvoir ton spectacle. Alors, c'est pas vraiment mon spectacle, c'est surtout celui de Sophie Belvisi, qui est une jeune artiste, une jeune talente d'humour, qui est originaire de Lyon et qui vient à 20h à l'espace Bellevaar de Challes-les-Eaux pour présenter son premier one-man show, spectacle seul en scène, un spectacle qui s'appelle Alzheimer, où elle va nous parler sur un ton un peu humoristique d'un sujet qui est grave, qui est la maladie d'Alzheimer, puisqu'elle s'est occupée de sa maman, qui était atteinte de cette maladie, et donc elle en a fait un très, spectacle. Très jeune en plus, puisqu'à 50 ans, elle l'avait déjà, et elle est venue dans notre studio, on va aller la voir ce soir avec beaucoup de plaisir. Très bien. Merci Julien. Pendant ce temps-là, ceux qui ne peuvent pas aller à Challes-les-Eaux ce soir, vous pourrez toujours écouter Lolo, Music by Lolo de 19h à 20h30. Pardon, votre apéritif musical du vendredi soir. Et puis d'ici là, c'est la playlist musicale. En tout cas, merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre soutien, pour votre écoute aujourd'hui, pour votre pardon si vous avez trouvé peut-être un peu trop festif, mais il faut savoir rire. Et en tout cas, Radio Grand Lac, nous, quand on sait que vous êtes là, nous avons le sourire jusqu'aux oreilles. Donc, on va continuer comme ça. Bon après-midi à toutes et à tous. 92. Bon après-midi. RadioGrandLac.com.